tout un réseau de copains scientifiques et médecins qu'on a regroupés sous l'appellation COVID Human Genetic Effort. Et j'espère que vous appréciez la beauté du petit logo qui est en bas à gauche, dont nous sommes très fiers. Alors, le problème qui est posé, c'est un problème auquel vous êtes confrontés quotidiennement, c'est celui de la variabilité interindividuelle au cours de l'infection par SARS-CoV-2. Mais d'ailleurs, là, je m'exprime en français, mais est-ce que tout le monde est francophone ou est-ce qu'il faut que je fasse mon talk en anglais? Oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. OK. Donc, bon, une toute petite minorité des gens infectés développent des formes réanimatoires. Vous le savez, les épidémiologistes ont identifié 2 facteurs de risque indiscutables. Le premier, c'est l'âge et le deuxième, c'est le sexe. Les femmes sont protégées dans la plupart des tranches d'âge par rapport aux hommes. Alors, j'ai mis un point d'interrogation pour le troisième élément qui sont les comorbidités, parce que si on analyse ces papiers avec attention, les odds ratios des meilleurs papiers sont modestes, de l'ordre de 1,3 ou 1,4. Et donc, on a beau lire un peu à droite à gauche que l'obésité, le patati, etc. sont des facteurs de risque, sont des facteurs de risque très modestes. Et ces papiers, à mon avis, ne résistent pas à une analyse épidémiologique et mathématique sérieuse. En tout état de cause, si on prend les 2 grands facteurs de risque qui sont l'âge ou le sexe, la variabilité interindividuelle reste gigantesque. Il y a des femmes de 20 ans qui sont mortes et il y a des centenaires hommes qui sont restés asymptomatiques pendant l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, le sexe et l'âge ne nous donnent pas la cause des formes réanimatoires. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la description ni la corrélation, c'est la cause des formes graves de COVID-19. Donc, le problème est posé. L'hypothèse, je n'ai pas le temps de vous raconter 120 ans de génétique de l'hôte des maladies infectieuses. On a résumé une partie de cette histoire dans un éditorial qu'on a publié au printemps. Mais en gros, l'hypothèse de notre laboratoire et de notre consortium, c'est qu'au moins une partie des formes graves sont dues à des causes monogéniques. On ne dit pas que toutes les formes graves sont monogéniques, on dit qu'une partie, dans une proportion inconnue, mais en tout cas, nous l'espérions en février identifiable, des formes graves de Covid sont en rapport avec des défauts monogéniques de l'immunité contre le SARS-CoV-2. Ça, c'est l'hypothèse de travail. C'est une hypothèse qui est intéressante en elle-même pour les malades éventuels qui auraient des défauts monogéniques, mais surtout, et vous allez le voir dans quelques instants, l'avantage de la génétique, ça a toujours été historiquement de révéler des vérités cachées. C'est la grande puissance de la génétique. Et la grande puissance des formes monogéniques, c'est qu'elles pointent du doigt des mécanismes qui peuvent être déréglés par d'autres causes. Et vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe avec le Covid-19. Donc, on a un problème, une hypothèse. La troisième étape, comme toujours, c'est une approche expérimentale. On a recruté des malades dans le monde entier. On a travaillé avec plus de 1000 hôpitaux qui ont envoyé, dont Marseille, qui ont envoyé des échantillons sanguins et des informations cliniques dans des centres de séquençage. Et on a à peu près une 50aine de centres de séquençage en Océanie, en Asie, au Proche-Orient, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Vous avez ici là, les logos de tous les centres de séquençage. Ils ont séquencé les génomes de ces malades ou les exomes de ces malades. Et ensuite, dans le labo, on a, nous, analysé l'ensemble de ces données génétiques. On a recruté 2 types de patients, ça c'est important à comprendre. D'un côté, les formes réanimatoires, tous âges, tous sexes, avec ou sans comorbidité, pour les raisons que j'ai expliquées. Et de l'autre côté, les formes silencieuses, les formes asymptomatiques. On n'a pas recruté les gens malades ambulatoires et les gens malades hospitalisés qui ne sont pas en réa. On a donc recruté d'un côté les formes réanimatoires et de l'autre côté les formes asymptomatiques. Pourquoi? Pour des raisons génétiques que vous comprenez aisément. Et donc aujourd'hui, la mi-octobre, on a dû déjà probablement séquencer 3500, 3600 sujets dans l'un ou l'autre groupe. Et avec une distribution de nos malades qui est plutôt Proche-Orient, Europe, Amérique latine, un petit peu Amérique du Nord et un petit peu l'Asie. Bon. Alors, on a donc un problème, une hypothèse, une approche expérimentale, mais ensuite, on découpe l'hypothèse générale en hypothèse spécifique. Et la première hypothèse qu'on a testée, première hypothèse spécifique, qui est le premier des 2 papiers qu'on a publiés il y a 15 jours,
C'est l'idée toute simple, hein, vraiment toute bête, c'est peut-être que le Covid-19 grave est allélique à la grippe maligne. Parce qu'au cours des 6 dernières années, on a démontré que la grippe maligne pouvait être causée par des mutations dans des gènes dont les produits sont représentés en rouge ici, qui sont IRF9, IRF7 et TLR3. Ce sont des enfants qui faisaient des grippes malignes. Ils étaient en réa avec la grippe, un ARDS grippal. Et première hypothèse toute simple, hein, c'est que la grippe et le Covid sont alléliques. Alors, on n'a pas l'habitude de parler de maladies infectieuses en termes génétiques, mais c'est très commode. Et vous allez le voir, ça porte ses fruits. En rouge, vous avez les produits des gènes dont on sait que ce sont des gènes de prédisposition à la grippe monogénique chez l'homme. Et en bleu, j'ai rajouté d'autres gènes qui sont biochimiquement et immunologiquement directement en rapport avec IRF7, TLR3 ou IRF9, mais qui surtout sont des gènes qui sont mutés dans d'autres infections virales chez l'homme, encéphalite herpétique, accident de vaccination avec le ROR, par exemple. Donc là, vous avez 13 gènes dont on sait déjà, en février de cette année, que quand ils sont mutés, ce sont des gènes responsables de déficits immunitaires, héréditaires, monogéniques, responsables d'infections virales graves isolées, notamment pour les gènes en rouge de la grippe. Alors, ces gènes définissent un circuit immunologique avec lequel vous êtes familier. C'est en gros la production et l'amplification des interférons de type 1. TLR3 détecte les ARN double brin, qu'il s'agisse d'intermédiaires viraux ou de byproducts au cours d'une infection virale. IRF7, c'est le facteur de transcription qui permet l'amplification des interférons. Et IRF9, c'est le facteur de transcription qui, dans le complexe ISGF3, se fixe à l'ADN pour induire les gènes contrôlés par les interférons. C'est à la fois l'immunité intrinsèque, parce que toutes les cellules de l'organisme ont de l'interféron, et toutes les cellules de l'organisme ont le récepteur de l'interféron, et c'est aussi de l'immunité innée, parce que les leucocytes, notamment les PDC, sont des producteurs d'interférons, les PDC en particulier, parce qu'à la différence des autres cellules, ils expriment IRF7 à des niveaux importants de façon constitutive. Donc voilà l'hypothèse de travail. Les résultats biochimiques et immunologiques sont publiés, vous pouvez les consulter. Ce que je vous montre ici simplement, c'est le résultat brut. C'est qu'environ 3 à 4% des malades, en sélectionnant uniquement ces 13 gènes candidats, 3 à 4% des formes graves de Covid, et donc c'est 23 des 650 malades qu'on a dans le papier, ont une maladie récessive ou dominante, un déficit d'IRF7, de TLR3, d'IFNAR1 ou d'autres gènes qui sont dans ce pathway. Les gènes qui sont indiqués ici en caractère gras sont des gènes qui sont mutés chez les malades. Donc, le Covid-19 grave est allélique à la grippe maligne. Ces malades, c'est au moins 3-4% des malades, uniquement en considérant les 13 gènes suscités, mais vous le savez, il y a 500 ou 600 gènes en rapport avec les interférons de type 1. Et donc, bien sûr, ces résultats suggèrent que des mutations dans d'autres gènes, en amont ou en aval des interférons de type 1, peuvent être responsables de formes graves de Covid chez d'autres malades. Les implications cliniques vont de soi. Si vous êtes muté dans l'un ou l'autre de ces gènes, en tout cas les gènes autres que ceux qui sont dans la voie de réponse et d'amplification des interférons de type 1 comme IFNAR1, IFNAR2, eh bien, vous avez le bêta-interféron et le alpha-2 interféron qui sont disponibles commercialement. Les implications biologiques, à vrai dire, la grande surprise de ce résultat, ça a été l'identification chez des adultes de 35 ans, 45 ans, 50 ans de défauts récessifs complets en IFNAR1 et en IRF7, des malades qui, malgré ces déficits pourtant immunologiquement profonds, n'avaient jamais été hospitalisés pour une infection virale. Et donc, la raison pour laquelle la grippe et le Covid sont alléliques, c'est que pour la grippe comme pour le Covid, il y a une pénétrance incomplète de ces déficits. Mais, pour venir maintenant à la deuxième partie de l'histoire et rester dans les temps comme prévu, je vous ai dit que la force de la génétique, et surtout de la génétique monogénique, c'était de découvrir des mécanismes et qu'ensuite on pouvait tester d'autres causes qui déréglaient ces mécanismes. C'est ce qu'on a fait quand on a identifié ces mutants. On s'est posé la question de savoir s'il n'y aurait pas, dans les formes graves de Covid, des malades qui auraient des auto-anticorps contre les interférons de type 1. Alors, pour vous expliquer d'où vient cette hypothèse, il faut que je vous résume en une diapositive des données qui sont vraiment classiques dans notre milieu, mais dont je me suis rendu compte depuis 2 semaines qu'en fait, elles n'étaient pas du tout classiques
en dehors de notre milieu à nous, c'est-à-dire le milieu des maladies génétiques du système immunitaire et de l'immunité anti-infectieuse. C'est qu'en fait, depuis 20 ans, notre labo principalement et quelques autres labos ont montré qu'il y avait des phénocopies auto-immunes des maladies génétiques de 3 cytokines ou de leurs récepteurs. Elles sont représentées ici. Si vous n'avez pas d'interféron gamma génétiquement ou pas le récepteur de l'interféron gamma, vous faites des infections mycobactériennes. Vous avez d'autres patients qui ont les récepteurs qui fonctionnent, la cytokine est produite, mais ils sont malades parce qu'ils font des auto-anticorps contre la cytokine elle-même. Ces anticorps sont neutralisants. Et ces malades font des mycobactérioses. Pareil. Donc, c'est une phénocopie auto-immune. Elle est elle-même génétiquement déterminée, mais ça, on n'a pas le temps de le discuter. Pour l'interleukine 17 et l'interleukine 17A et 17F, c'est la même chose. Vous pouvez être muté dans la cytokine ou son récepteur ou produire des auto-anticorps neutralisants. Et dans un cas comme dans l'autre, vous avez une candidose mucocutanée. Et pour l'interleukine 6, c'est la même chose. Si vous avez des anticorps qui neutralisent l'interleukine 6, c'est comme si vous étiez muté génétiquement dans le récepteur de l'interleukine 6, vous avez des staphylococci. Donc, c'est très classique dans notre milieu depuis 20 ans que les maladies génétiques des cytokines ou de leurs récepteurs peuvent être responsables de maladies infectieuses, mais aussi qu'il y a des phénocopies auto-immunes de ces maladies génétiques. Et donc, on a évidemment pensé aux auto-anticorps contre les interférons de type 1, puisqu'on venait de démontrer qu'il y avait des malades mutés dans le récepteur de l'interféron qui avaient des formes graves de Covid. Et d'autant plus que ces auto-anticorps contre les interférons de type 1 ont été décrits depuis les années 80. Dès qu'on a commencé à traiter des malades avec le bêta ou l'alpha-2, que ce soit la sclérose en plaques ou l'hépatite C, on s'est rendu compte qu'il y avait des malades qui faisaient des auto-anticorps, mais surtout, on s'est rendu compte à la fin des années 80 qu'il y avait une petite fraction des femmes avec lupus qui avaient des auto-anticorps contre les interférons de type 1. Et plus récemment, il y a une quinzaine d'années, plusieurs groupes ont montré que les malades qui avaient des mutations mono- ou bialléliques du gène R, une maladie qui s'appelle la polyendocrinopathie auto-immune de type 1, ils avaient tous des auto-anticorps contre les interférons de type 1. Mais dans ces 3 groupes de malades, on n'avait jamais observé d'infection virale. Donc, ces auto-anticorps étaient considérés comme une curiosité sans conséquences infectieuses. Néanmoins, Ion Gresser, que plusieurs parmi vous ont connu, Ion Gresser, parmi ses innombrables et immenses contributions au champ des interférons entre le début des années 60 et la fin des années 90, pendant toute cette période, Ion a en particulier démontré chez un malade en 84, la diapo, je me suis trompé de référence, ce n'est pas 85, c'est 84, il a rapporté une observation qui est passée complètement inaperçue d'une femme de 60 ans qui a développé une infection grave à VZV et chez qui il a identifié des auto-anticorps anti-interférons de type 1. Un peu plus récemment, des malades avaient été rapportés avec des mutations des composants de RAG, infection virale, auto-anticorps anti-interférons, mais la situation est moins claire parce que ces malades étant mutés dans RAG, ils ont aussi des défauts de l'immunité adaptative. Le moment Eureka, ça a été quand au mois de mars, ayant trouvé les premières mutations de l'IFNAR 1 et d'IFNAR 2 chez les malades Covid, on a appris qu'il y avait 3 malades avec la polyendocrinopathie auto-immune de type 1 qui étaient en réa avec un Covid-19. Un malade en Écosse, un autre aux États-Unis et un 3e en Grèce. Et donc là, on a évidemment connecté les auto-anticorps anti-interférons et le Covid, et on a décidé de tester notre cohorte de malades pour la présence d'auto-anticorps. Et donc ça, c'est la diapo la plus importante du séminaire. Vous voyez en haut à gauche le résultat brut, la table qui est dans le papier. Sur 987 Covid réanimatoires, il y en a 101 qui ont des auto-anticorps contre les interférons de type 1, donc 10%. Mais là, puisque je n'ai pas le temps de vous raconter toute la biochimie et toute l'immunologie et toute la virologie que vous trouverez dans les papiers, les 101 malades-là ont tous des titres d'anticorps au plafond et sont des anticorps qui neutralisent des quantités d'interférons démentes. Le plasma de ces malades est plus neutralisant, si vous le diluez, que les monoclonaux que vous pouvez acheter contre, par exemple, soit l'interféron lui-même, soit l'IFNAR 1 dans le commerce. Donc, 10% au moins des malades ont des auto-anticorps neutralisants contre les interférons. On sait qu'ils préexistent à l'infection et chez les formes asymptomatiques, aucun malade n'est positif. Dans la population générale, on en a trouvé 4 sur 1200 et on est en train de cribler avec la Banque du sang, avec les Finlandais et les Danois,
On espère cribler à peu près 100 000 individus dans les semaines et les mois qui viennent pour avoir une définition précise, à la fois selon le sexe et selon l'âge, de la distribution de ces auto-anticorps. Néanmoins, ce qu'on peut déjà dire dans notre étude, c'est que 95% des malades avec auto-anticorps sont des hommes. Et donc, cette maladie auto-immune, elle a un sexe ratio qui est inhabituel, puisque les hommes sont beaucoup plus affectés que les femmes. Et plus de la moitié des malades avec auto-anticorps ont plus de 65 ans. Et donc, la présence d'auto-anticorps anti-interféron de type 1 explique en partie à la fois l'effet de l'âge et le sexe ratio, le biais du sexe ratio dans les formes graves de Covid. Voilà, donc plus de 10% des malades. Les implications cliniques sont assez simples. On peut diagnostiquer beaucoup plus rapidement la présence d'auto-anticorps que des mutations dans tel ou tel gène, donc ça peut se faire en une demi-journée. Le traitement ou la prévention, l'interféron bêta n'est pas neutralisé. Les malades neutralisent les 13 interférons alpha et l'interféron oméga. Le bêta, le kappa et l'epsilon sont très rarement neutralisés. Il y a 2 malades sur 100 qui neutralisent le bêta, 3 qui neutralisent l'epsilon et 1 ou 2 qui neutralisent le kappa. Mais le bêta est disponible commercialement, à la différence des autres. Alors l'ironie, c'est que chez ces malades, la forme grave de Covid, finalement, c'est une maladie auto-immune contre le système immunitaire intrinsèque ou inné. Les plans, on va essayer de détecter ces auto-anticorps à des titres moindres ou neutralisant des quantités moindres d'interférons. Et on a bon espoir d'identifier une plus grande proportion de formes réanimatoires en rapport avec ces auto-anticorps. Et surtout, ce qu'on essaie maintenant de déterminer, c'est quelles sont les causes du développement des auto-anticorps chez ces hommes. Est-ce que c'est le chromosome X ou le chromosome Y? Est-ce que c'est génétique ou épigénétique? Surtout, est-ce que c'est constitutif ou est-ce que c'est somatique? Et donc, ça, c'est des questions qu'on va essayer d'aborder au cours des mois qui viennent. Voilà, donc en résumé, un mécanisme, c'est pas suffisant, comment vous dire, une activité des interférons de type 1 qui est insuffisante, en rapport avec 2 causes, soit des variants monogéniques dans les 13 gènes de susceptibilité à la grippe chez 3 malades, soit des auto-anticorps neutralisants chez au moins 10 malades. Et collectivement, ces 2 défauts reliés de l'interféron de type 1 rendent compte d'à peu près 15% des formes graves, et aussi bien au Japon, en Océanie, en France. Dans un cas comme dans l'autre, on a les mêmes proportions dans tous les groupes ethniques qu'on a étudiés. Les personnes qui méritent d'être applaudies, c'est Xian Zhang, une pédiatre qui a mené le premier travail. On a bénéficié de collaborateurs fantastiques, Rick Lifton qui nous a séquencé un paquet de malades, Charlie Rice et un postdoc français du reste, Jérémy Le Pen, qui a fait des manips magnifiques que vous verrez dans le papier. On était en partenariat avec Hélène Sou et Gigi Notarangelo au NIH, et le Dry Lab, c'est comme toujours Aurélie Coba et Laurent Abel à Paris. Le deuxième papier, c'est un autre pédiatre, Paul Bastard. Le papier a été fait pour l'essentiel dans le labo de Paris, et à nouveau une collaboration avec Charlie Rice et ses postdocs. Le Dry Lab, on a un grand nombre de co-auteurs que je n'ai pas le temps de remercier. J'en profite pour remercier Didier et l'équipe de Marseille qui a bossé avec nous sur ce sujet.